Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission spéciale hommage à Annick Ballet, professionnelle avérée des médias qui a tiré sa révérence le 14 février dernier. L'actualité au plan national est aussi marquée par l'installation de la deuxième mandature du CNE, le Conseil national de l'éducation, un CNE tout rénové. Mes invités de ce dimanche soir, Aziz Adam Soulé, journaliste, analyste politique. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ORTV. Prosper Vondier-Encore, rédacteur en chef adjoint de Cap FM. Prosper Vondier-Encore, bonsoir. Bonsoir à vous, Lénaïque. Bonsoir aux téléspectateurs. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une fois encore. Le plaisir est naturellement partagé. Alors, Marcel Candide Révy, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour cette émission. Merci. Le sujet à débattre à l'international, c'est bel et bien la démission de la présidente de la République en Hongrie. Place maintenant à la rubrique 7 jours au Bénin. Prosper Vondier-Encore, professionnelle jusqu'au bout, elle est restée figure emblématique féminine de la présentation du journal télévisé sur l'ORTB, journaliste chevronnée, ex-rédactrice en chef de la télévision nationale et précédemment chargée de mission du directeur général de l'ORTB. Annick Ballet n'est plus. Je commence d'abord par m'incliner devant la mémoire de l'illustre. Et on est né pour mourir, c'est vrai que ça fait très mal. Mais on n'a pas parfois le choix quand il s'agit de la mort. Je me rappelle encore de la phrase d'une personnalité il y a quelques jours seulement, à l'inhumation de Jérôme Carlos, qui disait « Si nous, les hommes, nous avons la force de garder les hommes en vie, je pense que certains ne mourront jamais. » Pour tout ce qu'ils représentent pour leur pays, et tout ce qu'ils représentent pour leur génération, et tout ce qu'ils représentent pour les générations à venir. Je ne vous dis pas combien d'années j'ai regardé Annick Ballet sur les écrans, depuis tout petit, et il m'arrive de me demander comment une femme peut être aussi professionnelle jusqu'au bout dans tout ce qu'elle fait. Tout est bien chez elle. Malheureusement, quand vous dites des choses comme ça après la mort, les gens ne vous comprennent pas. Ils disent c'est normal qu'après la mort on applaudisse, on dise des choses. Mais j'avoue, je ne l'ai jamais connue personnellement, on ne s'est pas côtoyé. Mais franchement, devant les écrans, elle fait tellement bien les choses. Et puis ça ne s'arrête pas seulement là. J'ai noté une femme au-delà du professionnel, une femme très très ambitieuse, une femme qui affronte souvent son destin, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, surtout à la gente féminine, de prendre des risques, d'oser d'aller faire son expérience encore dans un autre pays hors de ses frontières, c'est-à-dire abandonner son foyer, abandonner l'interne pour aller s'essayer encore hors du territoire. Je pense que ce n'est pas donné à toutes les femmes. Elle l'a fait en dirigeant aussi un organe de presse dans la sous-région, je crois, Maïcha TV. Maïcha TV, oui. Absolument, donc c'est une valeur à promouvoir. Elle est femme, mais elle n'a pas limité ses compétences, elle ne s'est pas donné des limites pour dire attention, je suis femme, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller là-bas, il faut mon foyer. Elle n'a pas mis toute sa vie sur son foyer, elle n'a pas tout dit autour, elle n'a pas consacré toute sa vie autour de son foyer, elle a osé, parce que l'expérience, on ne l'achète pas. On l'acquiert, donc elle est allée chercher l'expérience, elle est allée se mettre en valeur, elle est allée se vendre, elle est allée se montrer ailleurs. Je pense que c'est un tout en celle-là. Elle a inspiré beaucoup de jeunes filles, elle a inspiré beaucoup de femmes dans ce métier. Pas que les femmes, on dire. Non, pas que les femmes, mais j'ai eu tellement de témoignages depuis un certain temps quand vous recevez les stagiaires femmes et que vous leur posez la question, mais qu'est-ce qui vous a poussé dans ce métier de journalisme? Qu'est-ce qui vous a amené à aimer ce métier? J'ai au moins 6 sur 10 qui ont dit, quand je regarde Annick Ballet présenter, j'ai le plaisir de faire comme elle. Quand je la vois devant les écrans, quand je la vois présenter le journal, animer des émissions, je veux être comme elle. Je veux faire comme elle. Beaucoup de femmes, de jeunes filles aujourd'hui dans le journalisme, elle est leur référence, elle est leur modèle, elle est celle-là que les jeunes veulent copier. Malheureusement, on ne vit pas éternellement sur la terre. Dieu nous l'a arraché. On va souhaiter paix à son âme, mais franchement, elle a vécu, elle a fait son métier, elle a aimé son métier. Quand on était en formation,
il y avait quelque chose qu'on nous apprenait et on se basait sur elle. Elle était cet exemple-là, exemple de courage, de détermination, de volonté et de professionnalisme devant le micro. On nous disait, est-ce que vous vous souvenez de Annick Ballet? Elle a perdu son père en pleine édition. Elle était en pleine édition quand elle a reçu le message du décès de son papa, mais elle n'a pas fléchi, elle n'a pas perdu le flair, elle n'a pas perdu le fil conducteur. Elle est restée fidèle à son journal. Elle peut aller pleurer après, mais elle est restée focus sur ce qu'elle est en train de faire. C'est du professionnalisme, c'est à choisir ou à ne pas choisir. Si vous choisissez d'être professionnel, eh bien vous devez affronter les réalités du professionnalisme. Je pense qu'elle a été cet exemple-là qu'on a tout le temps cité. Elle a été cet exemple-là, celle-là qu'on a vu sur les écrans en train de bien faire les choses. Franchement, on n'a pas le choix, on doit l'accepter comme ça et que Dieu l'accueille dans son royaume céleste. Sinon qu'elle a vécu, elle a fait ce qu'elle a aimé et elle a bien fait ce qu'elle a aimé. Aziz Adam Soulé, Annick Ballet, une icône de la presse béninoise, elle aura incontestablement marqué l'univers, le paysage audiovisuel au Bénin et même au-delà, comme le soulignait Prosper, elle a eu à assurer la direction de Maïcha TV. Exactement, au-delà même des frontières du Bénin, déjà je voudrais m'incliner pour dire paix à l'âme de l'illustre disparu, Annick Ballet. Nul besoin de revenir sur le parcours qu'aura en tout cas été cette dame de fer. Un 20h sur l'écran de la télévision nationale. À l'époque, elle aura marqué plusieurs générations. J'avoue que personnellement, je n'ai pas connu le personnage, mais des témoignages que j'ai pu glaner ça et là, beaucoup on peut me témoigner de, en tout cas, du professionnalisme et du cœur surtout d'ange qu'aura été maman Annick Ballet. On va lui souhaiter un repos éternel, comme je le dirais. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qu'elle aura pu laisser peut-être comme héritage, Prosper le disait tout à l'heure, c'est son sens du professionnalisme. Même étant très jeune, quand nous sommes devant nos écrans de télévision pour la suivre, elle fait partie aussi, il faut avouer, il faut avoir le courage de le dire, de ces personnes-là qui, moi, m'ont donné cette niaque-là au journalisme, parce que c'est beaucoup de choses. En un mot, c'est beaucoup de choses et tout ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est au fil du temps. On va dire que Annick Ballet aura marqué plusieurs générations, certes, mais aujourd'hui, moi, j'aurais voulu que la jeune pépinière de journalistes que nous constituons puissions aller à cette école de la bravoure, du courage. Et surtout, ce sens-là d'engagement, c'est très important, ce sens d'engagement dans la mesure où, Prosper l'a dit aussi tout à l'heure, quand vous questionnez ça et là, 2 ou 3 stagiaires, que ce soit des femmes ou des hommes, ils vous diront, ah ben c'est Annick qui m'a beaucoup impacté durant, en tout cas, cette formation. Je pense qu'on va tout simplement demander à ce que ceux-là qui l'ont adopté puissent prier pour le repos de son âme et surtout les valeurs qu'elle aura incarnées, les valeurs qu'elle aura laissées, que beaucoup puissent en tout cas perpétuer cela pour que au-delà même de Annick Ballet qui, on va dire, physiquement n'est plus, spirituellement, qu'on puisse retrouver une autre Annick Ballet. Pourquoi pas? Je sais que beaucoup ici à l'ORTB font ce très bon boulot-là. Elle aura marqué beaucoup de générations. Tout simplement, en de pareilles circonstances, on ne sait quoi dire. J'espère que ce sera en tout cas la dernière pour le compte de cette année. Il y a de cela 2 semaines, si je me trompe, en arrière, nous étions en train de pleurer le départ du patriarche, comme j'aime si bien l'appeler, Jérôme Carlos. Voilà encore une autre nouvelle, tel un coup de massue. J'espère que la saignée va s'arrêter là et que véritablement toutes ces valeurs-là de la presse, on puisse aller en tout cas boire à leur source pour également écrire notre histoire. Annick Ballet, mère spirituelle de plusieurs jeunes journalistes béninois, Marcel Candide Rinville, que gardez-vous de cette dame brillante au plan intellectuel et professionnel? Les laïcs, comme vous le savez, c'est avec un grand regret que l'on a appris le décès de cette dame de cœur. Il faut noter que ce que moi j'ai beaucoup gardé chez elle, c'est le côté social. La dame qui est une dame vraiment à l'écoute, qui quand même vous écoute, quelles que soient vos difficultés, qui apporte vraiment son soutien, quel que soit le soutien, un soutien technique, financier, qui quand même est vraiment une dame qui quand même vous écoute, donne des conseils sur une activité sociale que vous avez à apporter avec elle. Elle est vraiment ouverte, elle essaie de comprendre vraiment que
c'est la jeune génération qui a quand même des ambitions, qui n'ont pas vraiment assez de moyens, mais les ambitions sont là. Mais qu'est-ce que faut-il faire avec moi, mon niveau, avec moi, mon parcours? Il faut que je sois vraiment à leur écoute. C'est ce que moi j'ai pu noter chez cette dame-là, qui quand même a marqué vraiment beaucoup d'esprit dans ce monde des médias. Il faut noter aussi que dans toute chose, il faut vraiment qu'on ait vraiment un parcours. Quand vous avez un parcours élogieux, quand vous avez un parcours digne du nom, et quel que soit ce que vous faites dans le trou, l'on est prêt à vous dénicher. C'est ce que nous on a connu par cette dame, quand on était plus petit, plus grosse, quand je suivais à la télé. Annick Ballet, une dame très, très sereine devant l'écran, qui quand même disait le journal 20h avec vraiment de professionnalisme et un parcours élogieux. Vous savez, quand vous avez un journal de 20 heures, c'est pas n'importe qui. Quand vous avez le 20 heures, c'est toute une nation qui vous écoute, qui soit vraiment devant le petit écran pour quand même suivre un peu la statue de la journée, ce qui s'est passé dans la semaine, dans la journée. Mais elle a quand même fait pendant des années. Moi, je tiens vraiment à soulager, à souhaiter vraiment un repos éternel. Et au-delà de nos frontières, elle a aussi fait ses preuves ailleurs, au Mali, avec cette télévision qu'elle a comment gérer, parce qu'elle a vraiment quelque chose à vendre. Fait qu'au-delà de nos frontières, sans quand même grande difficulté, la porte a été très ouverte, elle a fait ce qu'elle pouvait, elle est revenue à nouveau à l'ORTB pour continuer le travail, ce pourquoi elle s'est donné depuis des années. Moi, je tiens vraiment à saluer son parcours et sa mémoire pour qu'on ait vraiment des valeurs sûres, dignes du nom dans le pays, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle activité. En tant que journaliste, en tant que politicien, il faut vraiment qu'on ait vraiment un parcours digne du nom, et quel que soit votre départ, l'on est fier de pouvoir vendre vos mérites. C'est ce que nous pouvons le dire pour le compte de cette dame. Et comme l'a dit mon ami, nous prions vraiment qu'elle soit la dernière dans le rang des hommes des médias, parce que il n'y a pas si longtemps, on parlait de Jérôme Carlos sur ce plateau, et encore Annick Ballet, et nous voulons vraiment que ça soit vraiment la fin. Et une dame très, très en forme, et qui vraiment était vraiment, qui s'y plaît dans son métier, qui avait vraiment de quelque chose à vendre. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous avons vraiment comme leçon à tirer sur son parcours. Et nous voulons vraiment que ça soit vraiment la dernière, et repos à l'âme. Et beaucoup de condoléances, beaucoup de courage à sa famille professionnelle et à sa famille biologique, parce que c'est pas facile de perdre une dame à fleur de l'âge, il faut le dire, parce qu'elle n'a pas assez fait son temps. Elle a encore des choses à se le dire. Elle est encore en pleine fonction. Il faut vraiment l'ouvrir. Donc c'est vraiment un parcours que nous saluons au passage, et vive son repos. Alors dites-nous, Prosper vont dire encore, que peut-on faire pour immortaliser cette Amazone des médias au Bénin? Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord ce que nous sommes en train de faire là, reconnaître les mérites de la dame. Et puis après, pourquoi pas, pour l'immortaliser, que des générations, des promotions portent son nom. Ça fera aussi tâche d'huile. Au niveau des écoles de formation professionnelle en journalisme. Parce qu'elle n'a pas marqué, elle n'a pas marqué l'ORTB, elle a marqué le Bénin. Elle a fait un parcours qui a marqué tout un Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest et hors des frontières. Je pense que il faudra l'immortaliser, il faut faire quelque chose en sorte qu'on puisse continuer à parler d'elle. C'est vrai que sous nos cieux, quand quelqu'un meurt, après les temps d'hommage, on n'en parle plus beaucoup, le temps passe et puis on passe à autre chose. Mais je pense qu'il y en a qui ont marqué la nation, qui ont porté leur touche particulière à l'évolution de la nation, qui ont fait quelque chose pour la nation. Il faut le leur reconnaître comme ça. Au-delà de tout, vous imaginez, je le disais tout à l'heure, Annick Ballet aurait pu se donner des limites parce qu'elle est femme. Elle va vous dire non, j'ai un foyer à protéger, j'ai mes enfants, la vie de mes enfants me préoccupe, je veux m'occuper de mes enfants, c'est déjà assez bon, j'ai déjà assez fait, je vais me reposer pour mes enfants. Mais elle n'a pas dit à un moment, jusqu'à son décès, je pense qu'elle est encore en fonction, elle assume encore des fonctions avant de nous quitter. C'est pour dire aujourd'hui aux femmes, à la gente féminine, qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire, et même mieux, et même plus. C'est ce que Annick nous a montré, qu'on peut être bien femme et marquer son passage sur terre. On peut faire ce que les hommes ont fait, on peut même mieux faire que les hommes. On peut diriger un groupe d'hommes en étant femme. Il n'y a pas de limite à se donner dans la vie. C'est un message à toutes les jeunes filles d'aujourd'hui qui pensent que oui, je n'ai pas beaucoup de temps à passer dans ma fonction. Après, il faut que j'aille gérer mon foyer. On peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut assumer et la vie de foyer et la vie professionnelle sans faillir. Il faut être professionnel dans la tête, il faut savoir où on va, il faut être engagé et il faut savoir ce qu'on veut faire. Je pense donc pour qu'elle soit davantage immortalisée, c'est pas grand chose, hein. C'est pas beaucoup de choses forcément, mais il faudrait que peut-être des places ou des édifices, ou même à l'ORTB ici, ne serait-ce des studios, la rédaction, des endroits épiques, des endroits bien reconnus puissent porter son nom pour que
on puisse continuer à se souvenir d'elle des années après. C'est pas facile, je le sais, mais c'est faisable. Il faut l'immortaliser à travers son nom à quelque chose, à travers une structure, une voix, quelque chose au Bénin pour montrer que celle-là, elle a défendu le Bénin, elle a beaucoup fait pour le Bénin et elle doit continuer à vivre. Sa mémoire doit continuer à rester avec nous malgré que physiquement elle ne soit pas là. Alors pour que le nom Anik Ballet puisse survivre, puisse rester gravé dans l'éternité, Aziz Adam Soulé, à votre avis, que peut-on faire? Le plus important déjà, c'est ce que nous faisons déjà ici. Et pourquoi pas, comme proposition, à chaque année, revenir sur un bref parcours de l'illustre personnalité. Aussi, comme le disait tout à l'heure Prosper, ne serait-ce qu'en commençant par exemple par ce studio, le studio Anik Ballet, pourquoi pas. D'autres couloirs également de la maison qui, de façon très symbolique, ma foi, pour immortaliser la mémoire en tout cas de cette grande dame. Et au-delà même de ce que Prosper disait tout à l'heure, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis de ceux-là qui pensent que sa rigueur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous parlons de Anik Ballet sur ce plateau, vous et moi et les collègues. Sa rigueur, son sens du professionnalisme et aussi de culture générale. Je me rappelle encore en 2018, je crois bien, de ce débat-là qu'elle a dirigé avec maestria aux côtés des confrères de Canal 3 et d'autres radios de la place à l'occasion de cet entretien exclusif avec le président Patrice Talon où tout simplement j'ai été bluffé. J'ai été très admiratif. La seule femme du lot qui a dirigé le débat avec franchement un professionnalisme à nul autre pareil, ou même devant certaines questions où certainement ça aurait été un autre confrère qui allait peut-être trembler ou tituber, mais elle est restée droite dans ses bottes et à des moments aussi avec la manière elle lançait des pics, mais le débat en un mois a été géré. C'est ce à quoi moi je voudrais nous inviter, nous de la génération actuelle, pour que nous puissions également en son temps impacter notre temps, parce que aujourd'hui, malheureusement, permettez rapidement que j'ouvre cette brèche, malheureusement, on constate que dans le lot de cette génération que nous constituons, je ne m'y soustrais point, malheureusement, le journalisme aujourd'hui souffre de quelque chose, la culture générale. Aujourd'hui, dans beaucoup de rédactions, que ce soit la veille informationnelle ou l'actualité au parfum au quotidien, beaucoup ont ce problème-là et je pense que ça faisait partie, en tout cas, du retour que j'ai eu de ces rigueurs-là que Anik Ballet imprimait. Et c'est vrai, il faut rire, mais quand il s'agit de travailler, ben là, vous découvrez une autre personne. Et je pense que ce n'est qu'avec la rigueur, mais avec de la manière qu'on arrive à écrire son histoire. Une fois encore, paix à l'âme de Anik Ballet, et que ses œuvres, ses qualités, tout ce qu'elle aura laissé comme héritage puisse marquer la génération que nous sommes et celle à venir. Marcel Candide Rinvy, je vous fais pratiquement la même adresse pour finir avec le sujet. Je partage entièrement l'avis de mes confrères, parce qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, on arrive à hériter des édifices ou un studio qui porte son nom, qui quand même dans le couloir de la maison quelque part, on a au moins sa photo qui est bien dressée, et au moins 2 ans, 5 ans, 10 ans après, la jeune génération, quand ils vont passer par là, ils vont noter, il y a une dame qui a été faite par ici, voilà sa photo et voilà ce qui est dédié à elle. Il faut vraiment noter que nous voulons porter vraiment le nom de la dame. Et puis, il faut aussi noter, c'était la mère Poule. C'était la mère Poule qui, quand même, à un moment donné, était la conseillère de plusieurs femmes dans le monde des médias. Qui, par ma foi, d'autres journalistes, d'autres organes de presse venaient la voir pour des conseils, pour des préoccupations personnelles, en professionnel, au niveau du métier ou au-delà du métier. Donc, c'est un peu ça, cette dame qui incarnait vraiment l'ouverture, l'écoute, l'attention des autres, de ses jeunes frères, de ses jeunes sœurs, pour quand même voir un peu comment elle a été, comment elle a fait pour quand même trouver un chemin qui, ma foi, n'a pas été un chemin. C'est facile, j'imagine, mais elle a quand même laissé le temps, laissé vraiment une tâche d'encre. Donc c'est ce que nous souhaitons, et puis nous voulons que ça soit vraiment une chose effective pour que l'on n'oublie jamais cette dame, pour que l'on quand même porte vraiment un nom qui porte son nom, l'on essaie de mettre quelque chose en place qui quand même des années plus tard on pourra vraiment s'en souvenir qu'une dame a pris par ici, qui quand même, vous savez, les bonnes choses ne font pas
trop du bruit. Ils sont dans leur coin et puis on les déniche. Parce qu'à un moment donné, c'est pas la peine de faire beaucoup de bruit autour de soi-même, parce que vous êtes tranquille, on vous déniche parce que vous avez de la matière. C'est ça, vous avez le savoir-faire. Et puis on essaie de le faire. Donc ce qu'elle a été, Annick Ballet, et je suis vraiment peiné que cette mort, ce décès soit vraiment tragique et puis un peu prématuré, je peux le dire ainsi. Et puis 30 secondes rapidement, on n'a pas besoin que les gens meurent avant de les célébrer de cette façon. Je disais tout à l'heure que je n'ai pas côtoyé la dame, je ne l'ai pas fréquentée, je la voyais uniquement sur les écrans. Mais c'est l'occasion de dire qu'il n'y a pas d'âge pour être célébré si ce qu'on fait est bien. Si ce qu'on fait, on le fait bien, il faut être célébré, il faut qu'on célèbre ces gens de talents, ces gens de personnes qui ont été courageuses. Malheureusement, au Bénin, on a la culture de la célébration. Après la voilà, ce qui est dommage, moi je souhaiterais. Parce qu'il n'y a pas que elle qui a marqué, moi par exemple, ma jeunesse devant les écrans. Il y avait sa collègue Pélagie Soloté. Voilà, c'était des dames. C'était des dames avec. Vous ne comprenez rien du journal. Voilà. Vous ne comprenez rien du journal, mais vous avez le plaisir de venir s'asseoir. Parce qu'elle est tellement bien habillée, elle est tellement bien dressée et elle parle bien le français. Professionnellement, tout y était. Je pense qu'il faut trouver une formule de commencer déjà par donner le plaisir, la joie à ces personnes de leur vivant. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas du tout grand-chose. Une journée pour dire, voilà, on organise quelque chose autour de telle personne aujourd'hui pour tout ce que la personne a fait pour le pays. C'est vrai, les gens en font. Il y a des initiatives personnelles que les gens font pour célébrer des gens de leur vivant, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut trouver la formule de célébrer les gens. Il ne faut pas attendre que, oui, la personne ait 70 ans, les cheveux blancs, avant de penser à... Non, on peut célébrer les gens à tout âge. Il suffit d'analyser ce que la personne fait, il suffit de voir ce que la personne fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que de façon professionnelle, on en parle? Si c'est le cas, allez, on organise quelque chose pour rendre la personne heureuse autour de la famille professionnelle et biologique. Ça fera du bien. Vous avez parfaitement raison. Il faut le faire souvent. Il faut le faire souvent. Donc, à l'âme de l'illustre disparu, son nom et son image vont rester à jamais gravés dans nos mémoires. Alors, sur un autre registre, Marcel Candide Rainville, le chef de l'État, a procédé cette semaine à l'installation de la deuxième mandature du Conseil national de l'éducation, un CNE qui a été rénové depuis l'avènement de la rupture. Ils sont 13 membres au total. Ce sont des professionnels de l'enseignement qui se sont brillamment illustrés. Au cours de cette installation, il y a une phrase du chef de l'État qui a retenu l'attention. Il a dit « Soyez audacieux ». Le chef de l'État lui a dit « Soyez audacieux ». Le chef de l'État qui rêve d'une école béninoise de qualité, une école béninoise qui puisse donc rivaliser avec les standards internationaux. C'est ça. Vous savez, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, des années antérieures, à un moment donné, on a vu vraiment qu'il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de déchets dans le système éducatif béninois. Et on a vu vraiment cette réforme qui, quand même, depuis quelques années, a pris corps dans différents domaines. Et ça aussi pris corps dans le secteur de l'éducatif. Et le président de la République, le président Talon, a voulu quand même mettre vraiment un cachet spécial à ce Conseil national de l'éducation. Et à travers l'installation de ses membres, et qu'on a quand même suivi un peu le parcours de ses membres, de ces différentes personnes ou personnalités qui composent ce Conseil, on a vu vraiment que le chef de l'État a fait quand même du lourd. Il a fait fort, si on peut le dire ainsi, parce que à travers les profils diversifiés, variés de ces enseignants qualifiés qui quand même ont vraiment pas trop de connotation politique, mais le côté de l'expérience, de savoir-faire aussi au niveau, on pourra vraiment dire que dans des années à venir, le système éducatif du béninois pourra vraiment trouver un vrai visage enfin. Parce que, vous savez ça, parce que à un moment donné, on a plein de nos écoles, de nos universités privées et autres qui quand même travaillent dans l'illégalité, avec des diplômes qui, par ma foi, il y a quelques mois, c'était au Nigeria qu'on a eu cette affaire de diplômes falsifiés. Donc, le président de la République a voulu vraiment mettre fin à cette pagaille qu'on a depuis des années. Et à travers cette installation et le mot fort qui dit « Soyez audacieux », ça veut tout dire. Pour dire, quand vous avez des amis, des ennemis qui quand même ne respectent pas les consignes qu'il faut, vous êtes prêts à les sanctionner. Et quand on parle de sanctions, on pourra mettre vraiment fin à la pagaille. Et à un moment donné, on sait qu'à un moment donné, les universitaires faisaient un peu de trop à travers le petit Dieu sur terre, dans nos amphis. Pour lui, c'est lui. Sans lui, il n'y a rien. Donc, à un moment donné, quand l'enseignant voit qu'il veut en faire de trop, et l'apprenant, l'étudiant qui voit que vraiment, j'ai les mérites qu'il faut, à un moment donné, il peut quand même se signaler l'enseignant.
pour qu'on ait vraiment une idée du parcours de l'étudiant, pour voir si vraiment, est-ce que cet apprenant a vraiment suivi vraiment les conseils qu'il faut. Parce que nous sommes vraiment dans une époque, il faut vraiment changer les choses. Parce que quand on se met dans la glace, on voit un peu comment le Bénin a été dans les années passées, comment nos aînés, nos devanciers, nos parents ont été. Quand vous sortez du Bénin, Dahomey d'alors, vous allez à l'extérieur, vous êtes quand même parmi les meilleurs. Dans différents... Le Bénin qui était cité en exemple, le Bénin qui était... Le Bénin, le Sénégal. Alors, Aziz Adam Soulé, l'autre vœu cher au chef de l'État, c'est donc que les offres de formation puissent réellement être en parfait arrimage avec les besoins réels du marché de l'emploi. Exactement. Et je pense que le chef de l'État vit juste en précisant cela, parce qu'il ne faudrait pas que ces nouveaux membres-là puissent perdre leur objectif de loin. C'est l'une des valeurs ajoutées à cette rencontre, une rencontre que nous avons eu le plaisir à suivre empreinte de, on va dire, de solennité. Oui, parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien d'être formé pour former les apprenants, mais actuellement, quel est le besoin sur le marché? Nos universités sont des boîtes à fabrique de chômeurs. Malheureusement, des chômeurs que nous libérons chaque année, et la réalité, elle est là. Et je me demande si un jour au Bénin, un chef de l'État peut venir et qu'on ait un taux de chômage à 0%, j'en doute fort. Chaque régime viendra faire sa part. Et il faut donc un changement de paradigme. Et c'est dans cet élan, justement, pour le dire si bien, que le chef de l'État, ma foi, a bien compris l'enjeu du moment. Il faut pouvoir adapter les formations aux réalités du terrain pour que, pourquoi pas, aujourd'hui, voyez-vous, il y a de ces étudiants-là qui finissent leur formation et qui sont là sur le tas, ils sont sur le carreau plutôt, et ils n'ont pas de quoi se défendre, ils sont là, oisifs, ils sont au chômage. Je pense que c'est une lourde mission et c'est un signal fort qui a été lancé à ces 13 membres, je crois, non? Oui, ces 13 membres-là, justement, du Conseil national de l'éducation. Par ailleurs, le président qui a vu la confiance renouvelée, c'est un motif, en tout cas... Le professeur Noël Baguidi, justement, c'est un motif de satisfaction. Un signal fort, c'est un fardeau assez lourd à porter. Quand on voit le parcours du Bénin, je dis souvent, j'ai l'habitude de dire quelque chose, n'allons pas faire 2 pas en avant et faire 4 pas en arrière. 2 pas en avant, faire encore 2 pas, et ce n'est qu'avec cet élan que nous allons pouvoir atteindre les objectifs. Quand je reviens sur la composition de ces différents membres, oui, les confrères l'ont déjà dit sur le terrain, c'est en tout cas une belle brochette de professionnels, en tout cas du système éducatif, qui sont à la retraite, qui sont encore en fonction. Ce mélange-là, ne serait-ce que pour avoir une bonne sauce éducative, nous leur faisons foi. Nous faisons foi également à tout ce qu'il y a comme difficulté. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je prends un seul exemple, la situation par exemple des AME, justement, les aspirants au métier d'enseignant, qui parfois, quand vous les écoutez, quand ils vous posent leurs problèmes, vous sentez, c'est vrai qu'il y a des pas qui sont faits, mais il y a encore des difficultés qui subsistent encore. Je pense que c'est l'occasion pour, en tout cas, ce nouveau conseil-là de l'éducation de prendre réellement à bras le corps. Je pense aussi qu'il y avait ce comité ad hoc-là, d'une manière ou d'une autre, ils vont travailler en symbiose pour que, oui, osons le croire, que le Bénin retrouve véritablement sa lettre de noblesse et que le Bénin redevienne le quartier latin d'Afrique d'entre-temps, pourquoi pas. C'est pas impossible. On a encore des impératifs, des challenges, des défis à relever donc par les nouveaux conseillers installés. Énormément. Au lendemain du premier conseil, même moi j'avais émis des inquiétudes. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas un conseil de trop? Au lendemain de l'installation du premier conseil, oui. Avant celui-là, je me suis demandé, mais est-ce que ce n'est pas de trop? On a un ministère chargé de l'enseignement maternel et primaire, on a un ministère chargé de l'enseignement secondaire, et puis on a un ministère de l'enseignement supérieur. Pourquoi on installe encore un conseil national de l'éducation? Mais après, j'ai compris que quand on dit éducation, ce n'est pas aller à l'école le matin et rentrer à midi. Il faut définir tout. C'est pas une mince affaire. Non, du tout. Il faut définir tout un ensemble pour encadrer l'enfant qui naît aujourd'hui afin qu'il puisse devenir
quelque chose pour servir le pays demain. Quand on dit quelque chose, tout le monde a la tête dans un bureau, tout le monde veut devenir cette personnalité qui est dans sa voiture. Il faut répondre aux enjeux actuels. Voilà, donc il faut adapter l'éducation. Quand on dit éducation, il faut adapter l'éducation aux réalités de chez nous. Je ne parle pas de l'école, je parle de l'éducation. Il faut l'adapter aux réalités de chez nous. Un enfant n'est pas, on ne doit pas l'envoyer à l'école et puis ça s'arrête là. On connaît les finalités quand on envoie à l'école. Un enfant, c'est un projet. C'est un projet qu'il faut vraiment mûrir, mouler correctement pour une fin agréable. Donc, le conseil a beaucoup de défis à relever. Oui, l'école est malade, il faut soigner l'école aujourd'hui et je suis sûr que le chef de l'État même le sait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'école aujourd'hui. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à la mondialisation où on est rattrapé par une évolution à grande vitesse et on n'a pas su comment nous canaliser. Mais ce n'est pas perdu parce qu'il y a un adage qui dit lorsque vous savez de quoi vous souffrez comme maladie, vous êtes à moitié guéri. Donc on sait de quoi notre école souffre aujourd'hui. Je pense qu'on peut surfer sur le fait, on peut se baser sur le fait pour aller de l'avant dans ce domaine. Mais il ne faut pas que les gens oublient que quand on dit Conseil national de l'éducation, ce n'est pas un conseil qui va s'occuper de l'école. On a déjà des ministères sectoriels. Donc le conseil, c'est tout un ensemble pour que jeunesse et enfants, en tout cas tout ce que la génération à venir puisse être bien préparée à prendre la relève, pour que la génération à venir, les enfants qui naissent aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui puissent prendre la relève correctement afin de bien gérer le pays plus tard. C'est le plus important. Éducation, ça doit être dans les rues aussi. Éducation, ça doit être dans les maisons. Comment éduquer aussi le parent à éduquer l'enfant pour que l'enfant soit quelque chose plus tard. Je pense que c'est tout un ensemble. Je ne doute pas de la compétence des cadres qui sont dans le conseil. Je ne doute pas de leur savoir-faire. Ce sont des enseignants. Et quand on dit enseignant, c'est quelqu'un qui n'apprend pas seulement à écrire ou à lire à un enfant. C'est quelqu'un qui lui apprend la vie. C'est quelqu'un qui lui apprend à s'auto-gérer, à s'auto-prendre en charge pour pouvoir être une personnalité de demain. Donc c'est ça un enseignant, c'est un tout. C'est pas quelqu'un qui apprend à écrire 1, 2, 3. C'est quelqu'un qui apprend la vie à un enfant. Un enfant qui va à l'école, c'est un éducateur dans son ensemble. Un psychologue, un philosophe, un sociologue, un tout pour un enfant. Et ça demande alors la nécessité maintenant de ramener les enseignants dans une autre école. On est enseignant, oui, mais on a besoin d'être régulièrement formé. Ça fait partie des propositions, des projets que doit écrire au quotidien ce conseil. Demandez maintenant, écrire des projets de qualité pour demander au gouvernement de faire ci, de faire ça. L'enseignant a besoin d'être bien formé. Sinon, il ne pourra pas transmettre quelque chose à l'école. Il ne pourra pas transmettre ce savoir à l'école. Et quand on dit savoir, ce n'est pas écrit, ce n'est pas lire. C'est amener l'enfant à être un homme de demain. C'est préparer l'enfant à prendre la relève demain. C'est préparer l'enfant à gérer demain. Et quand on dit gérer, ce n'est pas forcément des gens qui doivent se retrouver en fonction publique. Non, les gens peuvent être eux-mêmes. Les gens peuvent créer leur propre compte et bien vivre, participer au développement du pays à tous les niveaux. Donc, il faut aussi inscrire ces défis à relever, amener l'enseignant à être bien formé aujourd'hui. L'enseignement ne doit pas être ce métier où, bon, parce que j'ai échoué de l'autre côté, je reviens à l'enseignement. Parce que ça n'a pas marché, je voulais devenir footballeur, je n'ai pas pu et donc je cherche la voie. Il faut bien récupérer ces vocations. Il faut récupérer d'un parvenu à un métier. Il faut arriver à trouver la formule pour récupérer les gens qui ont cette accident. Il faut récupérer ces gens-là qui ont la passion. Maintenant, la passion ne suffit pas. Les amener à l'école, les amener à la prise de conscience pour savoir que quand vous êtes éducateur, vous avez une chaille sur les épaules. Vous êtes très passionné des questions éducatives. Absolument. Parce que l'éducation, c'est la clé du développement. Il faut la prendre au sérieux. Il faut prendre l'éducation au sérieux, sinon on va construire pour ne pas habiter. On va travailler pour rien. Donc il faut canaliser l'éducation parce qu'on en a besoin pour un monde meilleur, pour le développement d'un pays. Vous allez tout faire, mais si le pays, les citoyens sont mal éduqués, le pays n'ira pas de l'avant. Alors, l'éducation qui est le socle donc, de tout développement. Je reste avec vous, chers débatteurs, chers décrypteurs, pour arpenter le boulevard du décryptage justement de l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactu. Et je reviens à vous, cher Aziz Adam Soulé. Katalin Novak n'est plus la présidente de la Hongrie, sous pression et après l'indignation provoquée par sa décision de gracier un condamné impliqué dans une affaire de pédocriminalité. Elle a fini par démissionner, la présidente qui reconnaît avoir commis une erreur impardonnable.
une erreur impardonnable pour, en tout cas, ce pays-là. Je veux ramener cette situation dans un contexte africain où peut-être un chef d'État, que ce soit un pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique orientale ou tout ce que vous voulez, ne serait pas inquiété. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi l'actualité de la Hongrie, c'est très rare, en tout cas, au-delà même de cette démission. Moi, j'ai été, il faut dire, choqué premièrement, mais après quand je suis revenu, je me suis dit, tiens, est-ce que je rêve ou quoi? Nous sommes pas en Afrique, mais malheureusement, nous sommes en Hongrie, où là-bas, ça se joue sur des détails. On se rappelle de beaucoup d'autres affaires. Quand je prends la France, l'affaire DSK, beaucoup d'affaires qui ont fait bouger la toile, où les politiques ont été obligés à un certain moment de démissionner. Non, je pense qu'au-delà même de cette démission, ça doit être un appel pour beaucoup de politiques en Afrique. Quand il y a une situation et quand le peuple qui, au-delà de tout, est le seul souverain, dit qu'il ne veut plus vous entendre, en un mot, le peuple qui vous vomit, alors comprenez qu'à un certain moment, il faut vous retirer et donner la chance à d'autres personnes de faire valoir ce que de droit. Une affaire aussi banale, vous le dites si bien, et voilà, elle démissionne parce que là-bas, écoutez, on promeut l'honneur. Il y a la parole donnée, des choses que nous ne voyons pas en Afrique. Permettez-moi de revenir sur, malheureusement, les réalités africaines où aujourd'hui on dit je vais faire un mandat, je vais faire 2 mandats, après on révise la constitution, on reste, on est campé, tantôt on bloque la date des élections, après l'Assemblée nationale qui beaucoup de méli-mélo. Je pense que c'est l'occasion pour nous de comprendre qu'en réalité, à des moments donnés, quand vous êtes à un poste de responsabilité, quand véritablement vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec la majorité, il faut avoir le courage, quand bien même c'est une décision assez pénible, assez difficile, de démissionner, parce que avec ce que nous avons vu là, ma foi, je pense que si elle n'avait pas franchi le premier pas, le peuple allait les contraindre. Et je pense que c'est ce qu'elle a vu juste en le faisant. Mais je reviens encore en Afrique pour dire que ayons cette culture-là de laisser les choses, si on peut le dire, avant que les choses ne nous laissent. La démission malheureusement, on n'est pas si éternisé. Alors, Prosper encore, il faut souligner que, comme le disait Aziz, l'opposition réclamait son départ. Plusieurs citoyens ont protesté, manifesté contre cette grâce présidentielle et dire non à la promotion de la pédophilie. Exactement. Voilà. Donc, elle est quand même la première femme dans l'histoire de ce pays à accéder à cette haute fonction, et pourtant. Oui, mais je voulais comparer le fait qu'elle ait démissionné au côté pacifique de la femme, parce que les femmes aiment la paix, elles sont douces, elles sont les mamans, elles n'aiment pas des problèmes. Mais après, j'ai compris que ce n'est pas le cas, parce que on a vu des cas similaires toujours en Europe. L'exemple le plus récent, c'est le président de la Fédération française de football, des soupçons de corruption, la pression de tous les côtés. Il a refusé de démissionner, mais après, il était obligé de démissionner parce que la pression était de trop. C'est pour dire, le pouvoir, parfois, ça tente de prendre la tête, mais si vous regardez dans la direction du peuple, eh bien, c'est parfois mieux de laisser les choses avant que les choses ne vous laissent. C'est pas bien parfois d'aller au bras de fer. Elle a reconnu qu'elle a commis une erreur impardonnable. Faire ça, c'est promouvoir la pédophilie, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Elle a reconnu, je ne devais pas le faire, je l'ai fait. La sanction, c'est que je quitte pour que quelqu'un vienne prendre le pouvoir. C'est énorme, c'est de l'honneur. Moi, je pense qu'elle a sauvé l'honneur, elle a commis une erreur, mais elle a pu sauver l'honneur. Et c'est ce qu'il faut pour les hommes que nous sommes. L'homme grand âge doit savoir sauver l'honneur. Quand ça ne va pas,
et que c'est votre personne qui est le problème, il faut se retirer parfois. Ce n'est pas la fin du monde. Je pense que là où elle est aujourd'hui, elle doit avoir la paix du cœur. Elle s'est retirée pour dire, bon d'accord, j'ai échoué dans la gestion dans le pouvoir que vous m'avez confié, je n'ai pas pu l'exercer correctement. La meilleure manière pour moi, c'est de partir pour que quelqu'un d'autre vienne faire l'exercice. Donc je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur. On voit à quel point un peuple peut être exigeant vis-à-vis Absolument. de Donc, non seulement c'est une leçon pour le reste des dirigeants, mais c'est également une leçon pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est pour dire, on n'est pas obligé de s'accrocher quand bien même parfois ça ne va pas. Quand ça commence pas à aller mal, ayons le courage de dire, bon là, j'ai échoué, je ne suis pas capable de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Dire que c'est une affaire mineure. C'est tellement mineur parce que c'est la qualifiez de mineur. Non, c'est du ressort d'un chef d'État, d'un président ou d'une présidente de gracier qui il veut. Exactement. C'est le président qui a le pouvoir et le secret de gracier qui il veut. La personne peut tuer, mais le président dit bon, je le gracie, je la gracie, je gracie cette personne. C'est du pouvoir du président. Mais là, on a tenu compte de l'affaire. Et ce sont des pays qui ne badinent pas sur ces détails-là. C'est comme si vous faites la promotion de ce mal et comme ça, les gens n'auront pas peur de commettre de ce type d'erreur plus tard. Et c'est pas bien. Donc, elle a reconnu son erreur. C'est pas bien. Il ne doit pas être à la base d'une pareille affaire. Il faut que je sorte rapidement pour que quelqu'un d'autre puisse venir continuer. C'est de l'honneur. Et c'est également une leçon. Alors, Marcel Candide Rinvi a rappelé que une leçon pour dire, c'est pas parce que vous avez le pouvoir que tout est permis. Tout n'est pas permis parfois. C'était donc à l'occasion de la visite du pape François que la désormais ex-présidente avait décidé de gracier une vingtaine de personnes, dont le directeur adjoint d'un foyer pour enfants qui a été condamné en 2019 à 3 ans et 4 mois de prison pour avoir couvert les agissements de son supérieur, le supérieur qui était accusé justement d'agression sexuelle sur mineurs. C'est ça. Vous savez, les laïcs, les choses se passent autrement ailleurs en fait. Ailleurs, la démission n'est pas vraiment un fait anodin, c'est pas une surprise. Mais malheureusement chez nous en Afrique, quand on parle de démission, c'est que quand on dit vous avez une parcelle de pouvoir, vous êtes à un peu de responsabilité, que quitter n'est pas vraiment de son ressort, quitter n'est pas de son habitude, et puis on est là et on est même prêt à finir à vie. Sous nos cieux, la démission est considérée comme une faiblesse. Une faiblesse. Alors que un dernier recours. C'est considéré comme une faiblesse. C'est de la honte de démissionner. Pour vous, c'est un sujet mineur. Mais c'est pas mineur. Aucun je n'ai mineur parce qu'à un moment donné, vous savez, ce sont des peuples qui agissent sur des détails. Des détails qui n'ont l'air de rien, mais vraiment qui sont vraiment très importants. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes la présidente d'un pays, d'une nation, et vous êtes vraiment bien placé pour quand même diriger les choses, et on peut voir qu'à un moment donné, il y a vraiment mal donne, et vous avez eu le culot en griffe ou bien ce pouvoir de pouvoir glacer tout le monde que vous voulez, ça ne marche pas avec tout le monde. Vous voyez, la pression étant de trop, il n'y a pas de pitié parce que c'est pas que c'est la première femme présidente du pays, on va essayer de la cajoler, non, dans le sens du poids, non, on a tapé du pain sur la table et puis elle est nette, il est temps que vous quittez les affaires parce qu'à un moment donné, vous ne donnez pas le bon exemple qu'il faut. Parce que dans 2 ans, dans 10 ans après, on dit dans ce pays que oui, telle dame, tel monsieur a commis la même erreur et elle a été graciée par le président. Pour cela, pour ne pas que ça soit vraiment dans l'archive du pays, on a voulu qu'elle quitte les choses. Et tranquillement, elle a laissé sa lettre de démission. C'est ce que nous voulons, c'est l'honneur. Parce que tout au-delà de tout ce que nous avons comme pouvoir, comme force, à un moment donné, il faudrait que l'homme soit vraiment... On dit, tiens, les laïcs, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur, mais on peut vous juger par vos actes, vos faits, les gestes. Mais à un moment donné, on se dit oui, je suis le président le Tout-Puissant, c'est moi qui est vraiment cette parcelle de pouvoir, il peut faire tout. On peut modifier comme on veut. Elle aurait pu s'excuser, mais ça ne sera pas son honneur. Oui, un peu c'est un peu ça. Mais on peut toutefois dire que la pression aussi est un de trop. Parce que c'est le même peuple qui a voulu que, pour la première fois, une femme soit présidente. Et vous voyez, une petite erreur commise, paf, on a voulu, tiens, nous ne sommes plus avec vous, et vous quittez les choses. Comme on le dit souvent, il faut savoir quitter les choses. Avant que les choses nous quittent. Donc c'est un peu ça. Merci à vous, Marcel Candide. Nous allons finir avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Je
je reste avec vous, Marcel Candide Rainville. Cette semaine fut la semaine de la célébration de l'amour. Le 14 février dernier, c'était donc la Saint-Valentin, une actualité qui a bien nourri la toile aussi. Alors, sur la toile, il y a une question qui a été vraiment récurrente. Faut-il forcément offrir un cadeau à son conjoint ou à sa conjointe à l'occasion de la Saint-Valentin? Vous savez, quand on se réfère un peu à la genèse de cette fête, la Saint-Valentin n'est pas forcément une fête pour les amoureux. Quand on parle d'amoureux, c'est pas forcément entre un conjoint ou une conjointe. C'est vraiment l'amour qui est entre Lénaïque et moi, un ami, c'est ami. J'ai vraiment de l'estime pour Lénaïque et j'ai voulu lui faire un cadeau. Mais faut pas ça c'est vous qui le dites. Non, oui, parce que c'est le focus. La première idée, c'est l'amour. Oui, mais revenons au sens que les gens un peu le sens dénaturé de la chose, ou bien le sens que les gens ont compris pour cette fête. Il n'est pas forcément de dire qu'à l'occasion d'une fête de Saint-Valentin, je dois offrir un présent à mon vis-à-vis ou à mon conjoint. À un moment donné, quand j'ai le temps, chaque jour que Dieu fait, nous sommes ensemble depuis des années, depuis des mois, et l'amour qu'on partage ensemble, la compréhension mutuelle, l'harmonie qui est entre nous, c'est vraiment plus important que le cadeau qu'on pourra donner un jour. Parce que si éventuellement je donne un cadeau, et c'est pas contrainte, je donne le cadeau, par contrainte, je donne le présent à mon conjoint, alors qu'au-delà de cela, il y a beaucoup d'autres déchets. Il y a l'infidélité, il y a l'arrogance, il y a d'autres choses, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut vraiment qu'on ait vraiment un sens plus élevé à ce que l'on ne comprend pas la fête de Saint-Valentin. C'est bien. Il faut vraiment que cette journée, ce 14 février, soit immortalisée par un geste, par un fait, par un présent. Mais il ne faut pas qu'on soit dit que c'est d'office un présent qui vaut le sens de l'amour. Encore, les sentiments doivent-ils toujours rimer avec l'argent? Non, pas du tout. Et on ne va pas se tromper jusqu'à ce point. Je pense que l'amour, c'est d'abord tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial pour aimer quelqu'un. Je me rappelle de l'adage qui dit « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ». C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de l'amour. Quand vous savez qu'un jour, vous allez avoir besoin de l'autre, donc à chaque fois que vous avez la parcelle de pouvoir pour aider, il faut aider parce que le mois venu, vous en aurez besoin aussi. L'amour, ce n'est pas un 14 février. L'amour, c'est toute une vie. Ça s'enseigne dans toutes les écoles, ça s'enseigne dans toutes les familles, ça s'enseigne à un enfant. Il faut aimer les autres. Quand on dit aimer, c'est aujourd'hui qu'on donne le sens on canalise l'amour pour dire bon, l'amour doit être entre deux personnes, entre une fille et un garçon, entre un mari et son épouse. Non, ce n'est pas le cas. L'amour, c'est d'abord tous les jours. Et l'amour, c'est je ne peux pas faire ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. C'est ça l'amour. Non, si on a les occasions pour s'offrir des cadeaux, ça ne coûte rien. C'est comme si j'ai les moyens de réunir mes amis autour d'un pot et puis on ricane, on se regarde dans les yeux, on blague et puis on se sépare. C'est un cadeau venant de moi, mais je ne l'ai pas donné dans l'intention de montrer à X ou à Y que je l'aime particulièrement. C'est tous les jours d'abord. Mais l'amour ne doit pas être lié à l'argent, l'amour ne doit pas être lié à un cadeau, l'amour doit être lié au cœur. J'aime parce que j'ai besoin qu'on m'aime aussi. Je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse, donc c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens. Aujourd'hui, les relations sentimentales sont carrément commercialisées. Absolument. J'allais abonder dans le même sens que vous. C'est comme si vous avez vu dans ma pensée. Non, en réalité, très rapidement pour venir sur ce que Prosper disait, il y a que je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il faut faire la promotion de l'amour agapé. Parce que chaque fois que nous parlons de Saint-Valentin, chaque 14 février, eh bien, tout de suite, les attentions sont focalisées sur cette affection-là particulière entre le conjoint ou la conjointe, entre l'un et l'autre, sur le sexe en un mot, voilà, appelons un chat. La promotion du sexe aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que c'est le commerce le plus florissant les 14 février surtout, mais malheureusement c'est ça. Je pense à mon humble avis que ce 14 février ne devrait pas être l'occasion pour la débauche. Malheureusement, nous en voyons, nous en constations, nous voyons beaucoup de faits qui, ça aussi, je le souhaite vivement. Ça me ramène au second sujet de ce débat. Je souhaite vivement que le Conseil national de l'éducation puisse s'y pencher réellement, parce que il y a aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont très tôt fait de dérailler.
vous imaginez, hier, pas plus qu'hier, un ami me disait, une boss, que lui s'est amusé, par exemple, et parce qu'il est en train de préparer une production, à faire le tour de quelques hôtels de la place, mais dis donc, lui s'est amusé, on lui a dit, il y a des endroits dans lesquels il n'y avait plus de place. Et tenez-vous tranquille, il y avait de go slow. Et tenez-vous tranquille, la plupart ce sont des jeunes. Mais où allons-nous avec tout ça? Moi, je pense que le 14 février est une occasion pour d'abord des personnes responsables, parce que c'est ce que nous ne disons pas souvent assez, pour des couples en tout cas bien bâtis, de faire d'abord le bilan, se pardonner mutuellement pour des erreurs commises pendant en tout cas 12 mois, écoute cette occasion et ensuite offrir un cadeau pour se faire pardonner, mais pas pour des rendez-vous, débats sexuels où on se fait des folies et autres. Bon, aujourd'hui malheureusement il y a tout sur les réseaux sociaux et tout est à volo, mais il revient également, comme je le disais tout à l'heure, à ce Conseil-là national de l'éducation de prendre le sujet également à bras le corps. Il faut sortir le sujet sexe du tabou. Il faut taper tout droit dans la fourmilière. Il faut démystifier le sujet sexe. Exactement. Parce que ça... Et quand la nuit du 14 février, vous faites un peu le tour des hôtels et chambres de passage de la ville, c'est comme ce sont des concerts à guichet fermé. Il y en a qui le disent, qu'il n'y a pas de 14 février sans le sexe. Sans en être inquiété. Que l'amour, c'est égal au sexe. Ouais, vous imaginez combien? Et quand vous regardez ceux qui disent souvent, ce sont des jeunes, quand vous regardez, vous imaginez à quel point on est perdu. Moi, je souhaiterais qu'on éduque les jeunes au sexe. C'est très important. On a tellement mis un mythe autour du sexe que les jeunes sont perdus finalement. Ils ne sont plus comment ils vont faire. Un jeune aujourd'hui, dans une relation, son premier souci, c'est le sexe. Si la fille ne cède pas, c'est que la fille ne l'aime pas. Et qu'on peut imaginer, non, la fille a quelqu'un derrière, c'est pourquoi je n'arrive pas à la voir, elle me trompe, et puis on se met des histoires. Et parfois même, des jeunes qui ont peut-être l'avenir, ça finit mal comme ça. Je voudrais que les gens soient éduqués au sexe. Le sexe n'est pas le signe d'amour. Attention, ce n'est pas le signe d'amour. Le sexe n'est pas le signe d'amour. L'amour, c'est une autre chose, c'est une autre vie où il est bien important de prendre l'autre comme soi-même, de donner la place qu'on veut à l'autre, d'aimer, d'aider. C'est tout ça qu'on appelle l'amour. Le 14 février, comme Aziz le dit, c'est une occasion de s'asseoir et de faire un bilan. Mais pas que le 14 février, on peut en parler tous les jours. On peut se pardonner tous les jours. On peut offrir des cadeaux tous les jours. C'est le plus important. Le plus important, c'est de considérer l'autre comme soi-même, de ne pas faire à autrui ce que vous ne voudriez jamais. Et c'est sur ces recommandations de Prosper Vondier-Encore que nous allons donc conclure cette émission. Très rapidement. Très rapidement. Le 14 février aussi, ne pensons pas que c'est l'occasion aussi pour enregistrer des cas de grossesse. Nous sommes dans une démarche où il faut limiter réellement le nombre de... Attention, sexe égale grossesse. Si le sexe est mal utilisé... Véritablement, j'espère que le message est passé. Les résultats du 14 février. 9 mois. Merci à vous, chers débatteurs. Je le rappelle, j'ai reçu Aziz Adam Souley, journaliste et analyste politique. Merci. Prosper Vondier-Encore, rédacteur en chef adjoint de CAP-FM. C'est un plaisir. Merci. Alors, Marcel Candide Rinvi, analyste politique. Merci à vous aussi. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission, Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.